Le point de départ, c'est cette phrase qu'on a tous entendue, je pense, 1000 fois, Ah oui. sous une forme ou une autre. Pour réussir, il ne faut jamais, jamais abandonner. C'est le mantra de tous les entrepreneurs, de tous les athlètes, quoi. Oui, le conseil numéro 1. Mais entre nous, cette phrase, elle est un peu... elle est frustrante. Parce qu'elle ne dit pas comment faire. Exactement. Qu'est-ce qui sépare la persévérance qui paie de l'acharnement stérile? On a épluché une série d'articles et de notes qui s'attaquent à ça, en décortiquant ce que les anglo-saxons appellent le grit. Un mélange de passion et de ténacité sur le long terme. C'est ça. Et ce qui est intéressant avec les sources qu'on a ici, c'est qu'on n'est pas du tout dans le cliché de la citation de motivation qu'on voit sur Instagram. Pas du tout. Non, c'est plus profond que ça. On est plutôt dans une approche quasi scientifique de la ténacité. L'idée de départ est simple. Cette qualité, le grit, serait un meilleur indicateur de succès que le talent brut ou même le QI. Ah oui, quand même. Cette analyse, elle s'adresse à celles et ceux qui ont déjà un but, qui sont déjà en chemin, mais qui sentent cette petite fissure, ce moment où l'on se dit « je suis au bout, je vais tout lâcher ». Absolument. Et le voyage que proposent ces textes, il commence par une question totalement à contre-courant. Avant même de se demander comment continuer, la première étape, c'est de se demander « est-ce que je devrais vraiment continuer ?» C'est une question qu'on n'ose pas se poser, de peur de passer pour un lâcheur. Mais les sources, elles introduisent ici un concept que je trouve très puissant, très visuel, the deep. Oui, le creux de la vague. Voilà. L'idée, c'est que pour tout projet qui en vaut la peine, le parcours n'est jamais linéaire. Au début, on a des progrès rapides, c'est grisant. On est plein d'enthousiasme. Et puis, fatalement, on plonge dans ce long tunnel, ce creux, où les efforts semblent ne plus payer, où les obstacles s'accumulent. C'est là, dans ce moment de stagnation, que 99% des gens jettent l'éponge. Et c'est justement parce que ce creux existe qu'il y a de la valeur de l'autre côté. S'il n'y avait pas ce filtre... Tout le monde y arriverait. Exactement, tout le monde serait champion du monde, tout le monde montrait une entreprise à succès. Ce creux crée la rareté. Mais le problème, c'est qu'on ne traverse pas un creux juste avec de la volonté. Le point le plus important soulevé ici, c'est qu'il existe des cul-de-sac qui ressemblent à des creux. Et s'entêter dans un cul-de-sac, ce n'est pas de la persévérance, c'est... De la bêtise. Attends, ça me semble un peu facile. Comment on fait la différence entre abandonner stratégiquement un cul-de-sac et juste lâcher l'affaire à la première difficulté? Cette distinction est super floue dans la vie de tous les jours. C'est toute la difficulté. Et c'est là que les sources nous arment contre notre propre psychologie. Il y a un biais cognitif très puissant qui nous piège, le biais des coûts irrécupérables. Ah oui, je vois très bien de quoi il s'agit. C'est cette tendance à persister dans une voie non pas parce qu'elle est prometteuse, mais uniquement parce qu'on a déjà investi. Énormément de temps, d'argent, d'énergie. C'est ça, on se dit « j'ai trop misé pour m'arrêter maintenant », même si tous les signaux sont au rouge. Le fameux « je ne vais quand même pas avoir fait tout ça pour rien ». Plaisir. Il pourrait s'acharner et se dire qu'il a déjà payé. Et commencer. Mais il réalise qu'au mieux, il deviendra un programmeur médiocre. Il abandonne et réalloue cette énergie à l'écriture, là où il sent qu'il peut atteindre l'excellence. Ça, c'est un abandon stratégique. D'accord, je vois mieux. Du coup, les sources nous donnent une sorte de checklist pour faire ce diagnostic, pour savoir si on est dans un creux à traverser ou un cul-de-sac à quitter. C'est un peu ça, On peut voir ça comme 3 filtres principaux. Le premier, c'est de se demander avec une honnêteté brutale. Si je n'avais pas encore investi un seul euro ou une seule minute dans ce projet, est-ce que je me lancerais aujourd'hui en sachant ce que je sais maintenant? Oula. Si la réponse est non, c'est un énorme drapeau rouge. C'est probablement le biais des coûts irrécupérables qui parle. C'est puissant comme question. Ça force à évaluer le projet sur son potentiel futur et pas sur son passé. Et les autres filtres? Le deuxième est une question d'ambition. Suis-je prêt à payer le prix pour devenir le meilleur dans ce domaine ou est-ce que je vise juste la moyenne? Parce que les récompenses exceptionnelles sont réservées à ceux qui sortent du lot. Donc si l'ambition est juste d'être pas mauvais, c'est peut-être un signe. C'est peut-être plus malin de trouver un autre domaine où l'on a une vraie chance d'exceller. Et enfin, le troisième filtre touche à la vision. Au-delà de la frustration du moment, est-ce que la vision à long terme m'enthousiasme toujours autant? Il faut distinguer la fatigue de la bataille de la perte de foi en la cause. C'est exactement ça. C'est un filtre assez puissant. Mais mettons, une fois qu'on est sûr, qu'on a décidé que cet objectif valait vraiment la peine de traverser ce fameux creux, on fait comment? On serre juste les dents pendant des mois en espérant que ça passe? Surtout pas. Serrer les dents, c'est compter sur la motivation. Et la motivation, on le sait, c'est une ressource limitée et capricieuse. La stratégie proposée est bien plus fiable, la routine.
la routine. Et pour illustrer ça, il y a une histoire absolument fascinante. La course au pôle Sud en 1911. Deux équipes s'affrontent, celle du Norvégien Amundsen et celle du Britannique Scott. Ah oui, je connais l'issue, mais pas forcément les détails de la stratégie. Et c'est là que tout se joue. Amundsen se fixe une règle d'une simplicité désarmante. Son équipe doit parcourir 15 000 par jour. Point. C'est tout. Qu'il y ait une tempête de neige ou un soleil radieux, c'est 15 000. Pas plus, pas moins. Les jours de beau temps, ils s'arrêtent tôt et se reposent. Les jours de mauvais temps, ils luttent pour atteindre leur objectif. Et l'autre équipe? L'équipe de Scott, elle, a une approche plus logique en apparence. Ils marchent jusqu'à l'épuisement les jours de beau temps pour prendre de l'avance et ils restent dans l'attente les jours de mauvais temps. Le résultat est sans appel. L'approche de Scott semble plus intuitive, mais c'est celle d'Amundsen qui a payé. Son équipe atteint le pôle et revient saine et sauve. Tandis que Scott et ses hommes, eux, atteignent le pôle, mais meurent de faim et de froid sur le chemin du retour, complètement épuisés. La leçon, c'est que la régularité et la gestion de l'énergie l'emportent sur les sprints héroïques. C'est fou. Précisément, la routine transforme un effort monumental en une série de tâches gérables. Elle automatise la décision et du coup, elle préserve la volonté. Et il y a cette technique très simple qui est mentionnée, popularisée par le comédien Jerry Seinfeld. Oui, pour écrire des sketchs tous les jours, il a pris un grand calendrier mural. Chaque jour où il écrivait, il traçait un grand X rouge. La méthode « ne pas briser la chaîne ». Exactement. Au bout de quelques jours, une chaîne de X commence à se former. Et là, la motivation change de nature. L'objectif n'est plus d'écrire un sketch, ce qui peut être intimidant, mais de... Ne pas briser la chaîne, C'est ça. C'est un levier psychologique très puissant. c'est malin parce que ça joue sur notre aversion à la perte. Personne n'a envie d'être celui qui casse une belle série de 50 jours. Ça transforme un objectif à long terme en un jeu quotidien. Mais la routine, ça ne suffit pas toujours. Il y a des jours où, même avec la chaîne de X sur le calendrier, la motivation n'est juste pas là. On se sent juste épuisé. Pas physiquement, mais mentalement. Oui, voilà. C'est là qu'intervient le deuxième pilier, le renforcement de la solidité mentale. Les sources citent une étude fascinante de l'Université de Copenhague sur des cyclistes. Ok. On leur a demandé de pédaler jusqu'à l'épuisement total. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que la sensation de fatigue extrême, ce fameux mur où le cerveau nous hurle d'arrêter, Oui. il arrive bien avant que les muscles ne soient réellement à leur limite physique. La fatigue est souvent un signal de protection, un fusible que le cerveau fait sauter pour préserver les ressources. Donc notre cerveau nous ment un peu par précaution. D'une certaine manière, oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut entraîner le cerveau à repousser ce fusible. Et les sources proposent toute une série de pratiques qui agissent comme des vaccins contre l'inconfort. Des vaccins, c'est-à-dire? Prends l'exemple de l'exposition au froid, comme les douches froides. C'est un choc bref, intense mais contrôlé. Le corps subit une montée d'adrénaline, le système nerveux s'active et apprend à revenir au calme. D'accord, je vois. En répétant l'exercice, on apprend à notre corps et à notre esprit à mieux gérer le stress, quel qu'il soit. Cette capacité se transfère ensuite à la gestion du stress psychologique d'un projet difficile. Donc on entraîne le corps pour entraîner l'esprit. Et pour l'activité physique comme la musculation, c'est le même principe ou quoi? C'est le même principe, mais sous un autre angle. La musculation, c'est l'expérience directe du dépassement de ses limites perçues. Chaque répétition qu'on pensait impossible à faire, c'est une preuve concrète qu'on est plus fort qu'on ne le croyait. On réécrit le dialogue interne. On remplace le « je ne peux pas » par le « je l'ai fait ». Dans le même esprit, on trouve des choses comme le jeûne intermittent pour apprendre à gérer les pulsions ou la méditation. L'idée générale, c'est de sortir volontairement et régulièrement de sa zone de confort pour l'élargir. D'accord. Donc d'un côté, on parle de discipline de fer, de routine, de se durcir. Et pourtant, c'est là que les sources prennent une direction complètement surprenante. On nous dit qu'après avoir fait tout ça, la clé pour persévérer, c'est parfois d'arrêter de s'acharner. Ça semble totalement paradoxal. Et c'est peut-être l'idée la plus sophistiquée de toute l'analyse. C'est la philosophie du moins c'est plus, basée sur le fameux principe de Pareto. Ah oui, le 80-20. C'est ça. L'idée, que beaucoup connaissent, est que dans de nombreux domaines, 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. La persévérance intelligente, ce n'est pas de travailler 15 heures par jour sur tout et n'importe quoi. Non. C'est d'avoir la clarté et le courage de se concentrer uniquement sur les 20% qui comptent vraiment et d'ignorer le reste. On passe donc de travailler dur à travailler intelligemment. Ça permet de réduire ce sentiment d'être submergé
qui est une cause majeure d'abandon. Mais ça va encore plus loin que ça, n'est-ce pas? On parle de l'importance capitale du repos. C'est un point martelé dans les textes, étude à l'appui. Notre culture glorifie l'épuisement. Ne pas dormir est vu comme un signe d'engagement. C'est une erreur catastrophique. Si vrai. Le manque de sommeil et le stress chronique sont les autoroutes les plus rapides vers le burn-out. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité biologique et une arme stratégique. Les sources citent une étude sur les grands performeurs, violonistes, athlètes. Le chiffre est stupéfiant. Ils travailleraient rarement plus de 4h30 par jour sur leur discipline principale. Oui, celle de performance. La clé n'est pas la durée, mais l'intensité et la structure. Ces 4h30 sont divisées en sessions de travail ultra concentrées, de 90 minutes maximum. Concentration totale. Total. Pas de téléphone, pas de notification. Entre chaque session, de vraies pauses. Le reste de la journée est consacré à la récupération active. Sommeil, sieste, alimentation. C'est pendant ces périodes de repos que le cerveau intègre, que le corps se régénère et que la créativité émerge. Le repos n'est pas l'opposé du travail. C'est ce qui rend le travail de haute qualité possible. Ok, donc la stratégie, c'est décider intelligemment si ça vaut le coup, créer des routines de fer, se renforcer mentalement et physiquement, et se reposer stratégiquement. Ça semble être une formule en béton. Et pourtant, on peut encore se planter. Il reste un dernier ennemi, et c'est souvent le plus coriace. Nous-mêmes. Exactement, c'est la partie sur l'auto-sabotage. Et ça passe presque toujours par un mécanisme invisible, les croyances limitantes. Ce sont ces certitudes que l'on a sur soi-même ou sur le monde, qui agissent comme des filtres et dictent nos actions à notre insu. C'est cette petite voix qui nous chuchote des choses comme « j'ai déjà échoué 2 fois, donc je ne suis pas fait pour ça » ou « c'est trop tard pour moi à mon âge » ou le grand classique « je ne sais tout simplement pas comment faire, donc c'est impossible ». Précisément. Et le danger de ces croyances, c'est qu'elles deviennent des prophéties autoréalisatrices. Si l'on croit au fond de soi qu'on n'est pas capable, on va inconsciemment ne pas saisir les opportunités, procrastiner. Mais interpréter le moindre obstacle comme une confirmation de cette croyance. Exactement. Finalement, on abandonne non pas parce que c'était impossible, mais parce que notre croyance a créé les conditions de l'échec. Comment on s'en sort? Parce que ces croyances, elles sont souvent tellement ancrées qu'on ne les voit même plus. On a l'impression que c'est juste la vérité. La méthode proposée est simple dans son principe, mais elle demande un effort conscient. Il faut devenir un détective de ses propres pensées. Un détective. Oui, quand on identifie une croyance qui nous freine, par exemple, il est impossible de réussir en travaillant peu, il faut se lancer dans une chasse active aux preuves du contraire. On doit chercher des exemples, des histoires, des témoignages de personnes qui ont réussi précisément en faisant ce que notre croyance juge impossible. On part à la chasse au contre-exemple pour affaiblir la certitude. C'est tout à fait ça. Chaque contre-exemple est une fissure dans le mur de la croyance. Au début, on se dit « c'est une exception ». Mais en accumulant les preuves, la croyance s'affaiblit, perd son statut de vérité absolue. Jusqu'à ce qu'on puisse la remplacer. Consciemment par une croyance plus aidante du type « c'est possible, d'autres l'ont fait, donc je peux trouver un moyen ». C'est un travail de reprogrammation active de son propre logiciel interne. Au final, la leçon la plus surprenante de ces sources, ce n'est pas qu'il faut être tenace. C'est que la plupart d'entre nous s'y prennent complètement à l'envers. On pense qu'il faut foncer, alors que la clé, c'est de savoir s'arrêter. S'arrêter pour décider, s'arrêter pour se reposer. Et s'arrêter de faire les 80% de choses qui ne servent à rien. C'est une compétence qui se cultive, pas un trait de caractère inné. Si on devait distiller l'essentiel en quelques actions, la première serait de choisir une seule chose et de mettre en place une routine quotidienne, même minuscule, avec la méthode de la chaîne de Seinfeld. C'est le fondement. Oui. La deuxième, c'est de planifier son repos et son sommeil avec le même sérieux qu'on planifie son travail. Et la troisième, c'est de prendre un carnet et de jouer au détective avec cette petite voix qui nous dit qu'on n'y arrivera pas. Pour conclure, il y a une dernière idée qui met tout en perspective. L'un des moyens les plus sûrs d'échouer, c'est de se fixer des attentes complètement irréalistes. Ah oui ? Les psychologues appellent ça le syndrome du faux espoir. On se lance avec une motivation démesurée, on imagine des résultats spectaculaires en quelques semaines. Quand la réalité ne suit pas, la déception est immense et on abandonne. Pour répéter le même cycle quelques mois plus tard. Exactement. Ce qui soulève une question finale, une invitation à la réflexion. Peut-être qu'au lieu de se demander « comment puis-je trouver la force de tenir bon face à cette montagne ?», la véritable question,
la plus productive serait Serait puisse me fixer pour les prochaines 24 heures. Et quel est le plus petit pas possible que je peux transformer en une routine si simple, si évidente, que l'idée même d'abandonner n'aura plus lieu de se poser.